Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec Joséphine L'Oréal. Joséphine, bonjour. Bonjour Frédéric. Joséphine, vous êtes la directrice clientèle intermédiaire d'Apax. Apax, c'est une maison française spécialisée dans le private equity. Votre actualité, entre autres, c'est que votre maison fête ses 50 ans. Tout à fait. Alors 50 ans, effectivement, c'est une date assez incroyable. Bel âge. Surtout dans le capital investissement. On a été vraiment un des pionniers du capital investissement il y a 50 ans. C'est Maurice Chéniaud qui a créé Apax en 72. Et puis, finalement, on a grandi avec notre industrie. Ouais. Et aujourd'hui, on a su s'adapter, traverser des cycles très différents. Combien de salariés maintenant? Bientôt 70. Ah oui, c'est devenu une grosse boutique. Voilà, on gère 5 milliards et on a pas mal changé en 50 ans. Encore une fois, on a su s'adapter et aujourd'hui, Apax est spécialisé sur les LBO, les opérations de capital transmission, essentiellement actionnaires majoritaires. La taille des deals a dû changer en 50 ans. Évidemment. Alors, juste pour la petite anecdote, lorsqu'on a lancé notre premier FCPR, donc en 83, on avait levé 100 millions de francs. Donc 100 millions de francs aujourd'hui. À l'époque, c'était une somme. C'était une somme, voilà. Donc évidemment, on allait plutôt investir dans les startups. Aujourd'hui, c'est très différent. Le dernier fonds qu'on a levé, c'était 1,6 milliard l'année dernière. D'accord. Donc, évidemment, les tailles de deals sont très différentes. C'est 1,6 milliard, on va investir dans une dizaine d'opérations. Donc, c'est des entreprises valorisées entre 100 millions et 1 milliard. Donc, c'est vos cibles, c'est quoi? C'est quoi les entreprises qu'on aime acheter chez Apax? Alors, nous, on aime acheter des entreprises, évidemment, de grande qualité. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est plutôt des leaders dans leur secteur. On va sur des entreprises qui ont vraiment des dirigeants visionnaires avec lesquels on va partager le point de vue, qui sont en forte croissance. On cherche la croissance. Et puis, on va les aider à accélérer leur développement pour la faire doubler, voire tripler de taille. Mais on aime des entreprises qui sont de grande qualité, qui gagnent de l'argent et qui sont établies. Qui ont déjà fait leurs preuves. Parmi les succès d'Apax, vous avez lancé un fonds de private equity éligible à Assurance Vie il y a quelque temps. Tout à fait. Je crois que ça a rencontré un grand succès. On peut en parler un peu? Oui, bien sûr. Je crois que c'est APO. APO, tout à fait. Alors, on l'a lancé il y a un peu moins de 2 ans, au moment de la loi Pacte. Pourquoi? Tout simplement, c'était la volonté d'Apax d'ouvrir le capital investissement au plus grand nombre. Comment, avec un FCPR alors adapté et dédié à l'assurance vie française. Et aujourd'hui, effectivement, ça rencontre son marché puisqu'on a levé quasiment 250 millions d'euros. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans, voilà. C'est éligible, c'est chez qui? C'est à l'assurance vie dans les contrats de quelle maison? Alors aujourd'hui, on est référencé chez 6 assureurs, bientôt 7. On est déjà investi dans 9 co-investissements. Il va y avoir 4 nouveaux deals qui vont rentrer dans le fonds. Voilà, donc on est très fiers de ce produit qui finalement vient pallier complètement les freins habituels du capital investissement. Sur ce fonds de capital investissement de private equity éligible en assurance vie, c'est quoi le ticket d'entrée? Parce que souvent, le private equity, c'est plutôt un terrain de jeu pour les investisseurs institutionnels. Tout à fait. Avec minimum 500 000, 1 million, voire plusieurs millions d'euros. En assurance vie, c'est quoi le ticket? Alors, en fait, ça va dépendre des contrats et des assureurs. Mais c'est quelques milliers d'euros, voilà. Le plus petit ticket, c'est Spirica qui rend accessible APO à partir de 1 000 euros. D'accord, oui, 1 000 euros, effectivement. Voilà. Pour un particulier, c'est jouable. Ça n'a rien de comparable à plusieurs centaines de milliers d'euros. L'actualité chez Apax, c'est aussi, vous êtes en train de préparer la levée d'un nouveau fonds. Tout à fait. En fait, chez Apax, on a 2 équipes d'investissement. Une équipe dédiée sur les deals mid-cap et puis une équipe sur les deals small-cap. Et là, on va lancer en fait le deuxième millésime, excusez-moi, de l'équipe small-cap qui s'appelle ADF2. Et là, l'idée, c'est vraiment d'investir dans des PME françaises qui sont établies de grande qualité. On va vraiment chercher les pépites. D'accord. Et je pense que ce qui est assez remarquable chez Apax, c'est la plateforme qu'on a mise en place, la boîte à outils, si je puis parler ainsi, à disposition des équipes d'investissement pour aider à la fois à identifier les meilleurs dossiers, à accompagner les entreprises et à créer le maximum de valeur pour les investisseurs. Vous êtes en charge de la clientèle intermédiaire, entre autres, c'est les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine. Est-ce que c'est une population que vous sentez à l'aise pour vendre du private equity? Alors, ce qui est sûr, c'est que ça faisait quelque temps qu'on voyait qu'il y avait un engouement sur les actifs réels. Oui. On l'a vu avec l'immobilier notamment. C'est un petit phénomène de mode quand même. Alors, en tout cas, ça répond... Le private equity, je pense qu'un des éléments fondamentaux du private equity, c'est le temps. C'est le temps et la gouvernance active. On est autour de la table avec les dirigeants. On est un actionnaire de long terme. Ce qui permet aussi d'amortir des périodes plus ou moins difficiles. Et c'est nous qui choisissons quand on vend et à qui on vend. Donc voilà. Donc tout ça fait que ça répond très bien aujourd'hui aux besoins des investisseurs qui recherchent
de la performance, puis de la diversification. La diversification, moins de volatilité, et puis du sens. Et là, finalement, ça réconcilie le besoin des épargnants et le besoin des entreprises qui ont besoin de financement, de pouvoir financer des projets d'entrepreneurs, l'innovation, de financer l'économie réelle. Et donc, je ne veux pas parler de mode. Alors effectivement, ça vient de s'ouvrir, notamment grâce à la loi Pacte, mais ça répond parfaitement, je pense, à l'appétit des investisseurs dans un monde complexe. Et c'est vrai que vous représentez une maison, Apax, qui, avec 50 ans d'historique, a une vraie légitimité, alors que certains acteurs du private equity, souvent, ont un peu découvert ça il y a 12 ou 24 mois. En tout cas, voilà, on a pu accompagner des success stories comme Sephora, qu'on a revendu à LVMH en 97. Ouais. On a accompagné également Alain Flelou, pour des noms que vous connaissez peut-être. Et puis l'équipe Small Cap, notamment, à une entreprise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Éric Bompard, qui est le spécialiste incontesté du luxe. Oui. Et du cachemire en France. Et voilà, donc c'est des entreprises, des très belles histoires qu'on veut accompagner. Des histoires d'entreprise. Voilà. Merci Joséphine L'Oréal d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Nicolas Lefebvre. Nicolas, bonjour. Bonjour Frédéric. Nicolas, vous êtes associé fondateur du cabinet Eodia. Oui. On est ensemble pour faire le point sur votre actualité. Vous venez de franchir le cap du milliard d'euros d'encours sous gestion. Félicitations. Merci. Ça, c'est un beau cap quand même. C'est beaucoup d'argent. Oui, c'est bien. Bon, Eodia, c'est un cabinet de CGP. Oui, indépendant. Il faut combien de temps pour créer une clientèle et atteindre le milliard d'euros ? On a créé le cabinet en 2010. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 000 clients pour ce fameux passage du milliard d'euros d'investissement cumulé. Donc, vous voyez, une petite douzaine d'années. On y va doucement, mais on fait attention à nos clients et on essaie justement de démocratiser, digitaliser la profession. 10 000 clients, c'est beaucoup ? C'est beaucoup. Le ticket moyen chez nous, environ 40-45 000 euros sur plusieurs affaires. C'est pour ça cette fameuse démocratisation dont on entend beaucoup parler. Et puis la digitalisation, parce que c'est le terme à la mode. Aussi. Digitalisation, tout le monde digitalise. C'est quoi vos faits d'armes en matière de digitalisation ? Alors, on a créé des sites internet thématisés, donc des verticales de notre métier, scp8.com, per.fr, epad.com et d'autres. Et aussi, on crée nos propres outils en interne. Ah, c'est ce qui vous permet de capter les leads, les contacts. Tout à fait. Les leads sont captés par Internet, gérés par nos collaborateurs en interne. OK. Combien de personnes dans le cabinet ? 80 aujourd'hui. Ah, 40, ça fait une grosse... Ouais, 45 forces vives, donc 45 collaborateurs actifs. Et puis après, tous les gens un peu de l'ombre, mais qui nous permettent justement d'avoir atteint ces beaux chiffres, des métiers support et aussi toutes nos équipes tech. Une vingtaine de tech aujourd'hui qui nous aident sur tous nos sites Internet et tous nos outils qui sont en phase de sortie. À l'origine, quand vous avez créé le cabinet, vous étiez originaire d'Île-de-France. Ouais. Mais avec tous ces sites Internet que vous avez développés, votre business, il est partout sur l'ensemble du territoire ? Mais même dans le monde avec nos amis expatriés. D'accord. Les services, c'est quoi les spécificités de Eodia ? Alors, les spécificités, c'est justement tous nos sites Internet. Donc, là où on est très fort, en tout cas, toute proportion gardée, bien sûr, c'est sur la partie SCPI, évidemment, et aussi sur tous nos outils qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite, notamment sur le parcours client, que ce soit de l'audit réalisé à la signature électronique. Nicolas, vous faites ce métier depuis une dizaine d'années. On est rentré dans une période vraiment tumultueuse. Les marchés actions, c'est compliqué. Les taux remontent, il y a de l'inflation. On se dit qu'il va sans doute y avoir de la stagflation. Ouais. Les marchés obligataires. Vous voyez comment l'issue... Alors, l'évolution de l'environnement économique, il y a la guerre en Europe. Oui, c'est vrai que là, c'est des montagnes russes. Ça tombe de tous les côtés, là. De tous les côtés. Entre la pandémie, le rebond de la pandémie, la baisse de la croissance, la guerre en Ukraine, l'inflation, la transition énergétique, etc., le climat est pas terrible, en règle générale, notamment sur les bourses. C'est pour ça que nous, on essaye, en tout cas, de sortir un petit peu de tout ce schéma-là et d'aller sur, justement, des solutions qui contrent un petit peu l'inflation et qui pour traverser la tempête. Voilà, pour traverser la tempête et qui nous permettent, et surtout à nos investisseurs, d'être en ligne et en phase avec l'actualité. D'accord. Juste pour répondre à ces questions, la guerre en Europe, des choses comme ça vous inquiète ou vous dites, bon, on fait le dos rond et puis on va sortir de la tempête ? Alors, on fait le dos rond parce qu'on n'a pas trop le choix. Il n'y a pas le choix. En vrai, mais c'est vrai que ça va être long. On pensait à une guerre éclair, elle est loin d'être éclair. L'actualité passe à autre chose très vite, malheureusement, mais
le fond est encore là et d'ailleurs, ça se voit tous les jours sur les marchés et tous les jours sur les indices économiques. Alors, il y a eu les chiffres de l'emploi américain vendredi dernier qui n'étaient pas si mal. Il y a un petit soubresaut que l'Europe repart un peu et il y a surtout la BCE qui a décidé d'augmenter ses taux de manière un peu plus rapide que prévu, 25 bips là en juillet, peut-être 75 en septembre. Donc, c'est vrai qu'on va retrouver cette certaine équité, mais attention à la stagflation. Attention à finalement ce mélange de stagnation et d'inflation qui permet d'avoir une croissance moins rapide que l'inflation élevée. Donc, c'est pour ça que la hausse des taux d'intérêt va être importante pour justement la santé de l'économie européenne. Nicolas, vous disiez tout à l'heure, dans ces périodes un peu compliquées, justement, il faut essayer de trouver les véhicules qui permettent de traverser la tempête sans trop de dégâts. Est-ce que vous pouvez nous livrer un peu, comment appeler ça, votre tiercé gagnant, c'est-à-dire les classes d'actifs qui vous intéressent, et puis aussi, en contrepoint, si vous en êtes d'accord, un tiercé perdant, c'est-à-dire les choses dont vous dites, c'est peut-être pas mal, mais on préfère les laisser aux copains. Alors, le tiercé gagnant, c'est quoi? Alors, on essaye d'adapter ce qu'on fait pour nous, à nos clients. Donc, le premier, c'est la SCPI, pour plusieurs raisons. La première, finalement, l'espace de jeu, qu'il soit en France, en Europe et même dans le monde, et aussi l'espace d'actifs, parce qu'on peut être autant sur des bureaux, commerce, logistique, hôtel, comme ce qu'on veut. Il y a un spectre très, très large. Spectre très large. Le taux de rendement qui varie toujours entre 4 et 5% depuis maintenant une dizaine d'années, produit anti-crise, de par justement cette répartition géographique et sectorielle. Voilà. Et la SCPI, on le rappelle, c'est vraiment un produit qui s'inscrit dans le temps. On ne fait pas de la SCPI pour 6 mois, faire un aller-retour. Produit moyen-long terme. On est d'accord. Produit moyen-long terme. L'AMF, d'ailleurs, préconise environ 8 ans. 8-10 ans. 8-10 ans. Dans le deuxième axe, assurance vie, produit structuré. Produit structuré. Pourquoi? Parce que produit à hypothèse. Donc, on ne va pas uniquement sur une valeur ou sur un indice. On va construire finalement un produit avec un début, une fin et des dates de constatation avec des rendements déjà définis. Donc, c'est borné, on sait où on va. On sait où on va. Donc, finalement, on va moins chercher justement les sinusoïdes de cette période. Troisième axe, aussi tout ce qui va être crowdfunding. Nous, on aime bien des projets notamment liés à l'immobilier, donc l'immobilier tangible, l'immobilier de qualité, que ce soit à Paris ou dans des zones très actives et tendues, ou pareil, sous un système obligataire, on connaît le début, on connaît la fin, on connaît le rendement. Et souvent, on connaît sur le crowdfunding, on est sur des programmes relativement courts. Très courts. Par opposition à SCPI, on est plutôt sur 8-10 ans. Crowdfunding, c'est 12, 24, 36 mois, des choses comme ça. Tout à fait. Vous avez compris, on essaye de faire du court, du moyen et du long terme avec ces solutions. Allez, rapidement, le tiercé perdant. Là, alors, vous dites, nous, on ne conseille pas de mettre les pieds dans... Alors, je vais vous parler de là où on ne va pas. Oui. La crypto, on ne va pas. Ça, je crois que vous avez raison. Ouais, je pense que bien nous en a pris. Deuxième chose, on ne va pas trop sur les valeurs boursières vives. C'est-à-dire qu'on va pas de titre vif. Pas de titre vif. Sinon, on va pas proposer à nos clients. Exactement. Pas de volatilité qui, en ce moment, est en folie. Troisième axe, j'ai envie de vous dire les valeurs encore plus pétrolières, parce qu'avec la transition énergétique, on sent bien que la difficulté est là et qu'il faut trouver des solutions. C'est très clair. Merci Nicolas Lefebvre de nous avoir présenté et votre tiercé gagnant et puis les 3 classes d'actifs dont vous pensez qu'il faut rester à l'écart. Merci Frédéric. À bientôt. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Benjamin Leneutre. Benjamin, bonjour. Bonjour Frédéric. Benjamin, vous êtes responsable distribution CGP chez DNCA Finance. On est ensemble pour faire le point sur votre fonds Eurose. Il y a un peu plus d'1 an, vous avez fait un changement sur le prospectus. Pourquoi on a changé le prospectus d'Eurose? Parce que c'était une institution, Eurose, en France. C'est toujours une institution, mais comme c'est le fonds emblématique de la gamme, c'est un fonds qui va fêter ses 22 bougies cette année. Donc les marchés, ils ont quand même bien évolué en 22 ans. Et c'était important de pouvoir faire évoluer le portefeuille. On a changé quoi dans le prospectus? On a changé 3 choses. La première chose, c'est l'univers d'investissement. On part sur un univers d'investissement qui est plus large, que ce soit sur la poche obligataire ou la poche action. Il faut quand même savoir que sur la poche action d'Eurose, on pouvait simplement... on était conservateur. Être sûr de la gestion value. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut aller chercher des actifs de croissance, qualité, et toujours en faisant attention à la valorisation. Ok. Est-ce que ça donne des bons résultats? Il y avait une autre chose aussi. Je me permets juste. Allez-y. On a intégré la possibilité d'utiliser des produits dérivés à titre de couverture sur Eurose. Et donc, du coup, c'est vraiment pour protéger le porteur de part dans les phases de forte volatilité et l'intégration de critères ESG. Ouais, mais alors, ESG... J'ai un peu tendance à votre avis. C'est un peu comme tout le monde, quoi. Tout le monde arrive la main sur le cœur en disant oui, on fait de l'ESG. On le fait plutôt bien.
Ces changements, est-ce que ça a donné de bons résultats? On peut parler un peu d'argent? On peut parler un peu d'argent. Alors, la compliance me mettra peut-être un petit carton jaune, mais sur la partie pas. Sur la partie performance, on a fait une performance de 7,17 l'année dernière. Je crois que l'indicateur de référence était à peu près à 1,54 de performance. Donc, c'est plutôt bon. Oui. Bien entendu, on avait gardé quand même ce biais value qui a bien marché depuis sur un an glissant. Et puis là, depuis le début de l'année, le portefeuille, dans un marché qui est fortement négatif, que ça soit sur la partie taux ou action, on est aux alentours de moins de 4,93 si je prends la VL de vendredi. Bon, les marchés, c'est compliqué. Les marchés actions, c'est chaotique. Les taux remontent. Les banques centrales reviennent sur des politiques restrictives. On se dit qu'il va y avoir de l'inflation. On s'attend à ce qu'on ait de la récession en 2023. Il y a la guerre en Europe. Il y a la variole du singe. Il y a un retour du Covid. C'est quoi votre lecture de l'environnement là? C'est beaucoup d'incertitudes dans ces marchés. Alors, je vais essayer d'être concis. Alors, sur la croissance, nous, on n'est pas dans le scénario... Je pense qu'il y a des facteurs qui soutiennent aujourd'hui la demande, que ce soit le taux d'épargne des ménages qui est assez important, le rythme de croissance de l'emploi qui reste soutenu, et puis le soutien budgétaire. On le voit encore rien que le gouvernement français, dès qu'il y a un petit couac en termes de demande, on est là pour... Vous ne pensez pas que ça va se tarir, ce soutien budgetaire? C'est un peu la fin de la fête, non? Ouais, mais ça va être compliqué d'arriver vers l'austérité tout de suite. Donc on va avoir encore un peu de temps. Alors on le voit, ils viennent de le remettre en place, donc... on ne voit pas tout de suite de l'austérité. Après, la façon de voir les marchés, c'est la politique monétaire. La politique monétaire, elles sont moins accommodantes, elles sont plus restrictives, ce qui est normal. Là, il y a une fenêtre pour les banques centrales cet été pour remonter les taux, pour durcir un peu le ton, parce que l'inflation est quand même n'est plus transitoire. On sent qu'elle est quand même structurelle. Oui, il y a un moment, on s'est dit, allez, c'est un coup de chaud, ça va passer. Puis là, on a réalisé que c'est en train de s'installer. Entre la transition énergétique, entre l'aspect, comme je dis, les politiques, les États qui sont très endettés, il faudra un petit peu d'inflation, exactement. C'est ça. Donc il y aura une transition énergétique et puis le ralentissement un peu de. Vous êtes inquiet ou pas? Vous, en tant que gérant, vous, en tant que DNCA? Alors nous, en tant que DNCA, on n'est pas inquiet. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce qui nous rassure, c'est qu'il y a encore de la valeur dans le marché, que ce soit sur la partie obligataire ou sur la partie action. D'accord. C'est pour ça qu'on parle d'un produit comme Eurose aujourd'hui. Concrètement, mais alors, de façon très concrète, là, on est sur un environnement qui est complexe, on manque un peu de lisibilité. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec Eurose? Qu'est-ce que vos équipes mettent en portefeuille? Alors, Eurose, quand on ouvre le capot d'Eurose, il y a deux moteurs. Pour le coup, il y a un moteur obligataire, un moteur action. Sur la partie obligataire, on privilégie le prêt à des sociétés de bonne qualité. Donc, on a un peu plus de 50% du portefeuille qui est investment grade, donc de très bonne qualité. On le prête sur des maturités très courtes, parce qu'on veut être très peu sensible à la remontée des taux. Exactement. Donc, on a à peu près 30% du portefeuille qui arrive à échéance d'ici la fin 2024. Donc, le fonds génère quand même de la liquidité. Et tout en ayant cette approche très peu sensible au taux, je crois que la sensibilité ramenée au portefeuille de 1,4, ce qui est assez faible. C'est marginal. Voilà, si on prend l'indice investment grade, on est à peu près à 4,7. Donc, c'est marginal. Et donc, du coup, on a quand même du moteur sur la partie obligataire parce qu'aujourd'hui, le coupon embarqué, il est de 4,48 brut. D'accord. Donc, ce qui est intéressant. Et après, sur le deuxième moteur d'Eurose, c'est la partie action. On a aujourd'hui, pareil, on privilégie les actifs à duration courte. Donc, c'est plutôt les belles boîtes qui sont bien gérées, qui génèrent beaucoup de free cash flow et qui le redistribuent rapidement à l'actionnaire. Est-ce que ces belles boîtes sont pas structurellement un peu chères? Aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille d'Eurose, on est sur un peu sous les 10 fois. D'accord. Donc, ce qui n'est pas cher. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il va certainement y avoir des révisions à la baisse des bénéfices des entreprises. On va le voir là pendant la période de résultats. C'est vrai qu'avec un PE à 10, même si on passe à 10,5, 11, 11,5, pour un client qui veut investir sur Eurose à horizon 3-5 ans, on est assez à l'aise sur ce niveau de portefeuille. Et surtout avec un rendement dividende de 5%. On a beaucoup glosé à une époque sur la fin du fonds en Eurose, du fonds en euros, pardon, lapsus intéressant. Et certains gérants disaient, oui, notre fonds peut éventuellement remplacer le fonds en euros. Je vais pas vous demander si Eurose peut remplacer le fonds en euros, mais ça se vend comment? Ça joue quel rôle dans un portefeuille? C'est un stabilisateur? Alors, pour revenir sur le lapsus, Joseph Châtel, qui a créé le fonds, qui avait eu l'idée de Eurose à l'époque, disait que c'était le pendant féminin du fonds en euros. On n'a pas tout à fait tort. Et donc, du coup, Eurose, c'est un produit de diversification du fonds euro. Et pourquoi il redevient intéressant en ce moment? Il a toujours été sur le côté réussir à amortir les soubresauts de marché et puis de profiter aussi de la hausse des marchés actions. Pourquoi il devient intéressant? Parce qu'on voit aujourd'hui chez les assureurs qui limitent l'accès aux fonds en euros. Pour les clients qui ont une approche très patrimoniale, qui sont assez incertains, et en plus de ça, qui disent oui, je suis incertain, mais finalement, c'est peut-être intéressant de rester quand même sur le marché action, Eurose vous permet finalement d'avoir cette approche un peu tout-terrain, en restant bien sûr
assez prudent dans son... En gardant une posture assez défensive. C'est ça, exactement. Merci Benjamin. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.